Le mois de mars ne nous apporte pas seulement le printemps, c'est aussi le mois de la nutrition, le mois de la francophonie et le mois qui souligne la Journée internationale des femmes. La Société Santé en français a souhaité s'entretenir avec une femme, native et fière acadienne de la région évangéline de l'île du Prince-Édouard, parce qu'elle a baigné tout au fil de sa vie dans ces trois milieux, les femmes, la francophonie et la santé, tant dans ses implications personnelles, communautaires que professionnelles. Colette Arsenault, bonjour. Bonjour Nathalie. Tout d'abord, Colette, parlez-nous un peu de votre implication auprès des femmes. Qu'est-ce qui a été la bougie d'allumage de cette implication? Disons qu'il y en a eu plusieurs. Je me souviens qu'en 11e année, le professeur nous a demandé qu'est-ce qu'on voulait faire après notre secondaire. J'ai dit charpentier. La réponse naturelle était non, tu ne peux pas faire ça. C'est un dossier, un métier réservé aux hommes. Quand j'ai dit à ma mère que je voulais aller à l'Université de Moncton pour suivre mes études, la réponse était, est-ce que tu ne pourrais pas aller au collège Harlan prendre un cours de secrétaire comme ta sœur? Et j'avais une amie qui s'en allait à l'Université de Moncton en 1972, qui était en administration et elle était la seule femme en administration dans le temps. Ce n'était pas normal pour les femmes de s'en aller dans la gestion des affaires dans le temps. Et elle s'est fait moquer beaucoup d'elle. Mais c'est quand j'ai commencé à travailler avec Action Femmes en 99 que j'ai vraiment trouvé l'inégalité qui se passait, les inégalités dans le sens que les hommes et les femmes, on n'est pas nés sur le même pied d'égalité. Il y a toute une différence pour l'accès aux services, pour les emplois, les conditions de travail et autres. Et là, j'ai devenu la voix francophone auprès des organismes anglophones à l'île du Prince-Édouard, comme Women's Network, le Conseil consultatif du statut de la femme, le comité du premier ministre contre la violence familiale et autres. Alors, j'étais la voix francophone, celle-là qui rapportait les besoins, l'importance de se faire, d'avoir des services en français. Et au niveau atlantique et au niveau national, j'ai devenu la voix française des femmes acadiennes et francophones de l'île du Prince-Édouard pour défendre les services qu'on avait besoin en français ici à l'île. Wow! Alors, dès le départ, on sent la détermination d'être capable de faire ce qu'on a le goût de faire. Hein, vous êtes allé au-delà de ce que les autres auraient pu penser. Et puis, l'implication auprès d'Action Femmes, donc, à titre de francophone, même si le fait français n'était pas très présent à ce moment-là au sein de l'organisation, c'est ça? Oui, comme au niveau des organismes francophones qui travaillaient à l'île du Prince-Édouard, il n'y avait pas beaucoup de représentation francophone dans le temps. Alors, c'est certain qu'une fois que j'ai fait ma marque, j'étais impliquée. Il me demandait de siéger à différents comités de travail pour l'avancement des projets ici à l'île du Prince-Édouard et comment ces projets-là pouvaient desservir la région acadienne et francophone. Donc, ça vous a vraiment amené à travailler d'abord dans votre communauté, votre coin de pays, mais vous avez rapidement débordé les frontières de l'île du Prince-Édouard pour aller du côté de l'Atlantique et au niveau canadien. Alors, c'est très impressionnant, Colette, vraiment votre implication au niveau des femmes. Par la suite, vous avez commencé un peu avec les femmes, le groupe Action Femmes, les femmes davantage vulnérables, j'entends.
Puis, vous vous êtes impliqué par la suite vers l'alphabétisation. Qu'est-ce qui vous a amené à faire le saut des femmes vulnérables vers l'alphabétisation? C'est dans le temps, Action Femmes, on dépendait beaucoup des projets du gouvernement fédéral, alors de l'Agence de santé publique, de patrimoine canadien et autres. Et ça devenait épuisant de toujours faire des demandes de projets de 30 000 de 20 000 et ensuite de gérer les projets et d'avoir des produits. L'autre chose, c'est qu'avec le gouvernement fédéral qui était en place, il y avait commencé à avoir beaucoup de coupures des fonds disponibles pour des projets pour les organismes qui travaillaient pour le mieux-être des autres. Alors, si je parle de développement de l'alphabétisme ou tous les organismes qui travaillaient pour le mieux-être des autres, c'était beaucoup plus difficile de recevoir de l'argent pour les projets. Les critères étaient souvent visés vers la réduction de la criminalité et non pas vers la promotion d'une bonne santé et la prévention de la violence familiale et l'importance d'une éducation et d'un bon niveau d'éducation ou d'alphabétisme. Alors là, étant monoparentale, 3 enfants sous ma charge, j'avais besoin d'une sécurité d'emploi et la société éducative avait créé un département de la formation continue où Élise Arsenault, avec qui je vais travailler au Centre de santé communautaire Évangile Navette sur des projets de collaboration. Et je me joins à elle pour continuer des projets à la société éducative. J'ai soumis ma candidature et j'ai été acceptée parce que j'avais besoin de cette sécurité financière-là pour mes 3 enfants. Je ne voulais pas tomber sur l'assistance sociale ou l'assurance emploi. Je voulais vraiment essayer de fournir à mes enfants les besoins, de répondre à leurs besoins de base. Et l'alphabétisation, parlez-nous un peu de comment vous voyez que l'alphabétisation contribue à une meilleure santé des femmes et des familles. Ceux qui n'ont pas un niveau d'alphabétisme pour comprendre toute l'information qui est diffusée, qui ne savent pas où aller chercher de l'information, qui ne savent pas comment comprendre l'information, c'est très difficile pour eux d'être capable de prendre leur santé en main et de poser les bonnes questions, de faire des recherches avant d'aller voir le médecin et de voir comment gérer ça. Pour moi, ils n'ont pas nécessairement tous les services qu'ils ont besoin. Et avec ce COVID-19, les inégalités ont vraiment... Ce COVID-19 nous a vraiment démontré toutes les inégalités qu'ils avaient. Les gouvernements ont réalisé qu'ils pouvaient travailler, que les employés pouvaient travailler à partir de la maison, moins de rencontres face à face. Tout se fait en ligne, mais moi, avec un degré d'université, j'ai trouvé ça très difficile de faire mes demandes en ligne pour le supplément garanti et l'accès à d'autres services du gouvernement. C'est pas facile de comprendre toute cette information-là. J'avais quand même des connaissances, je pouvais téléphoner des personnes puis leur dire où est-ce que mon dossier est rendu. Ah, on a oublié cette information-là. Mais de face à face, si j'avais eu une personne en face de moi, cette demande-là aurait été faite dans une journée, peut-être 2 journées, et pas dans 4 mois. Alors, c'est pour les personnes qui ont un niveau d'alphabétisme moins élevé et qui n'ont personne pour leur aider à passer à travers du système, ça devient très, très difficile pour eux
d'accéder à tous ces services qui sont faits dans le cadre de la technologie. Et de plus en plus, c'est ça qui va arriver. Colette, des femmes vulnérables, vous êtes passée à l'alphabétisation, vous avez écrit de nombreux documents. Avez-vous le goût de nous parler un peu de quelques-uns de ces documents-là que vous avez écrits et pourquoi peut-être vous avez ressenti ce besoin-là d'écrire des documents? C'est sûr que trouver de l'information en français à l'île du Prince-Édouard était très difficile. Il y a eu, et c'est sûr que les besoins qui étaient exprimés par des femmes, moi j'essayais d'aller rechercher des fonds pour répondre à ces besoins-là. Quand je parle du projet de la prévention de la diabète type 2, où est-ce qu'on a fait une vidéocassette et on a fait un livre de recettes, c'est parce que une femme m'avait raconté que sa mère avait été diagnostiquée avec le diabète type 2 et elle était allée à une rencontre sur l'alimentation et elle n'avait rien compris parce que tout se passait en anglais. On n'avait pas tous ces services-là en français. On n'avait pas des diététiciennes francophones qui pouvaient venir parler dans la région ou autre. Alors, tout se passait en anglais. Même si nos personnes sont bilingues, quand on parle de la santé, on parle de comment exprimer nos émotions, nos besoins, c'est très difficile d'exprimer ça dans une autre langue. C'est difficile de les exprimer dans sa langue, mais de traduire et de trouver les bons mots dans une autre langue, c'est presque impossible. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que j'avais développé l'outil prévention du diabète et l'outil était des entrevues avec des membres de la communauté qui avaient été diagnostiqués avec le diabète. Et au début, les gens nous disaient, ben, je ne me sens pas bien, je parle pas bien français. Puis on disait, non, non, nous autres, on veut le message. Comment est-ce que vous avez été diagnostiqué? Expliquez-nous ça dans vos mots. Euh, comment ça a changé votre vie? Quels sont vos conseils pour les personnes? Et la majorité des personnes qu'on a fait les entrevues avec, ils nous ont dit, si j'avais su longtemps passé, j'aurais changé mes habitudes alimentaires, ma façon de vivre longtemps passé. Mais là, ils étaient diagnostiqués avec la diabète type 2, ils devaient vivre avec la maladie. L'autre livre que j'ai qui revient toujours sur la table, c'était le livre de prévention de la violence familiale pour les femmes victimes de violences. Et ce livre-là était bilingue et il avait été fait avec les organismes communautaires parce que quand une femme m'a dit, ils m'ont demandé si j'étais victime de violence et je leur ai dit non, victime d'abus et je leur ai dit non parce que je ne savais pas qu'est-ce qu'ils voulaient dire. Alors le livre est posé sur des questions. Est-ce que et ce livre-là, à tous les 2 ou 3 ans, je reçois des demandes encore pour où est-ce que je peux avoir des copies de ces livres-là. Les organismes communautaires qui travaillent dans le secteur de la violence familiale l'utilisent encore beaucoup. OK. Donc, vous avez ressenti le besoin de produire des outils en français aussi, soit bilingue ou en français pour vraiment combler ce besoin-là. Oui. Puis, ce qui a été ressenti de votre part comme besoin il y a 10, 20 ou 30 ans, c'est encore d'actualité puisqu'on on vous redemande encore des copies de vos documents. C'est sûr que quand on a un outil qui est valable et qui fait sa marque, l'outil a été révisé avec les nouveaux numéros de téléphone et tout ça, mais les questions de base ne changent pas. Alors, l'outil est encore très bien et je suis bien contente que cet outil-là fait encore sa marque.
vous avez commencé un peu à nous parler d'un projet de prévention du diabète de type 2. Oui. Puis vous vous êtes associé naturellement dès le départ de ce projet-là. Vous vous êtes associé au centre de santé communautaire Évangéline de l'île du Prince-Édouard. Parlez-nous un peu de comment ce projet-là a débuté, qu'est-ce qui était visé par ce projet? Alors, premièrement, mon bureau d'Action Femmes était dans le même bâtiment que le centre de santé communautaire Évangéline. Deuxièmement, je n'ai jamais fait des projets seulement Action Femmes. Je suis toujours allée chercher des partenaires et je choisissais mes partenaires selon les critères du projet, comment est-ce que je peux répondre aux critères du projet. Ce projet-là venait de l'Agence de la santé publique du Canada dans le temps, où est-ce qu'il demandait des personnes à soumettre des projets pour la prévention du diabète, parce que la prévention, le diabète type 2 devenait de plus en plus présent, surtout dans les provinces maritimes, où est-ce que le niveau socio-économique était moins élevé. Alors, c'était naturel pour moi de travailler avec le centre de santé et de voir comment est-ce qu'on peut gérer ce projet-là, comment est-ce qu'on peut rejoindre les gens de la communauté, comment est-ce qu'on peut s'assurer que les informations qui vont être développées vont être utilisées. Et vous avez parlé d'entrevues tout à l'heure, de livres de recettes. Est-ce que c'était des éléments qui faisaient partie des composantes de votre projet, ça? Oui, alors on a fait une vidéocassette dans le temps, les CD-ROM étaient moins populaires. On a fait une vidéocassette des entrevues avec des gens de la communauté qui étaient atteints de cette maladie-là et ils nous parlaient de leurs symptômes, comment ils l'avaient découvert, comment ils géraient la maladie, qu'est-ce qui était difficile ou moins difficile avec la maladie, l'impact que ça avait eu sur leur vie et autres. Oui. Et puis, il y avait la chance de se raconter en français dans leurs mots, avec leur expression de la place. Ben oui, parce que c'était pas la. Au début, quand on les approchait, ils disaient, ben moi, je parle pas bien français. Puis on disait, c'est pas ça le message. On veut vraiment le message de comment vous vivez, comment vous avez découvert. Exprimez-nous-les dans le langage que vous parlez. Les gens de la communauté vont vous comprendre et c'est ça qu'on cherchait là. Est-ce que vous avez pu voir, Colette, à quel point ces entrevues-là qui ont été enregistrées ont eu un impact sur d'autres personnes de la communauté ou du restant de l'île du Prince-Édouard? Qu'est-ce qui est arrivé? J'étais en transition à un autre poste dans le temps. Alors, là, l'Action Femmes a été, comme c'était incertain pour quelques années, mais je crois que les personnes qui ont fait les entrevues, on leur a toutes donné des vidéocassettes. Moi, je sais que j'ai donné la vidéocassette à une personne il n'y a pas si longtemps que ça qui était diagnostiquée avec le diabète. Je dis, gars, j'ai ces informations. Ici, là, je n'ai plus de vidéocassette de disponible, mais je sens que dans le temps, les personnes qui avaient fait les entrevues étaient devenues des porteurs du message parce qu'ils avaient quand même des copies, puis ils pouvaient partager l'information avec d'autres. Et ça leur faisait sentir bien aussi de pouvoir partager l'information de manière publique avec d'autres personnes. Alors, c'était bien. Et puis, l'idée du livre de recettes, comment c'est venu? L'idée du livre de recettes faisait partie de la demande de projet et on voulait des recettes que
qui était facile à faire, que les gens pouvaient trouver des aliments disponibles dans notre magasin local coop et que ce n'était pas des livres de recettes où est-ce que ça demandait des aliments qu'on ne trouvait pas. On voulait vraiment répondre aux besoins de la communauté puis de dire, bon, telle recette. Vous pouvez quand même faire ces recettes-là, mais couper sur le gras, couper sur le sucre, vous pouvez remplacer par telle ou telle chose. Alors, on prenait des recettes et c'est sûr qu'on leur a introduit des nouvelles recettes dans tout ça, là, mais on essaye de prendre des recettes et de les rendre plus santé. Lorsqu'on regarde votre parcours, Colette, on voit un fil conducteur de votre implication communautaire et professionnelle. Vous avez beaucoup travaillé pour la promotion de la santé, du mieux-être des femmes, des familles. Vous les avez également aidés à atteindre une plus grande autonomie, une meilleure facilité aussi leur accès aux services de santé en français. Est-ce qu'il vous arrive parfois que les gens vous arrêtent et vous remercient pour le travail que vous avez fait? Disons que j'ai des souvenirs de petits cadeaux que les gens m'ont donnés au cours des années. Et actuellement, presque tous les petits cadeaux sont des petits anges qui me donnaient pour me remercier pour l'appui que je leur avais donné au cours des années où les gens vont dire, ah oui, c'est vrai, tu étais mon professeur dans le temps où tu m'as aidé à avoir un emploi, où tu m'as aidé dans tel ou tel domaine. C'est sûr que ça revient de temps à autre que les gens vont me remercier publiquement dans ce sens-là, là. Et je l'apprécie beaucoup que j'ai pu faire une petite différence dans leur vie. Pour moi, c'était le plus beau cadeau de pouvoir aider une personne et de faire une différence dans leur vie, qu'ils aient une meilleure qualité de vie par la suite. Colette Arsenault, au fil de toutes ces années, vous avez vu des améliorations, des changements au niveau des services de santé en français pour les gens de l'île du Prince-Édouard. Est-ce que j'aimerais ça que vous nous parliez peut-être de quelques exemples concrets là, que vous pouvez nous aider à vraiment saisir ce que ça peut représenter comme amélioration qu'il y a eu? C'est sûr que dans les années quand mes enfants étaient jeunes, il n'y avait pas de service en français ou presque pas. J'ai accompagné ma fille à l'hôpital et elle avait une chirurgie pour les amygdales et je leur ai demandé pour un service en français quand ils sortaient de la salle de chirurgie et ils ont dit non, on n'a personne. J'ai dit alors vous allez venir me chercher. Ils ont dit non, on ne peut pas faire ça. J'ai dit mais elle ne va rien comprendre. Alors vous avez le choix. Vous avez une personne francophone ou vous venez me chercher. 5 minutes après, il y avait une personne francophone à côté de moi. Au cours des années, c'est sûr qu'il y a eu une plus grande sensibilité, aux besoins des francophones. Quand j'ai accompagné ma mère à plusieurs rendez-vous à l'urgence et à l'hôpital, parfois, je demandais la permission au médecin, est-ce que je peux prendre une minute pour expliquer ça à ma mère en français. Et les médecins en général étaient comme très bien avec ces interruptions-là. Que je sentais qu'il n'y aurait pas pu se passer des années passées. On dérangeait des années passées, tandis que cette sensibilité-là était là. Pas parce que ma mère n'était pas bilingue. Ma mère était complètement bilingue. Mais avec l'âge, on perd cette habilité de communiquer dans les deux langues et elle avait une peur de ne pas comprendre ce que le médecin disait.
C'est sûr qu'il y a plus de services en français. On a fait beaucoup d'avancées avec les soins de longue durée pour les personnes âgées à l'île du Prince-Édouard. On a le centre, le Chez Nous, qui accueille maintenant 47 résidents pour les personnes âgées de niveau 2 et 3. On a un aile francophone dans un foyer à Summerside pour les personnes âgées qui sont de niveau 4 ou de niveau plus avancé. À l'hôpital, on peut demander pour un service en français. Ça ne veut pas dire que c'est garanti qu'on va l'avoir, mais ils sont censés d'avoir des personnes qui peuvent venir te dépanner ou être là pour toi pour faire la traduction. On a encore un grand bout de chemin à faire. On a le réseau des services de santé en français qui a un répertoire avec des personnes qui sont bilingues, qui peuvent offrir des services en français, des personnes professionnelles de la santé. Ce réseau-là aide, ce répertoire-là aide parce que parfois, on ne sait pas qui parle français. On est tellement habitué à utiliser la langue de la majorité qu'on oublie qu'il y a des personnes qui parlent français et avec tous les programmes d'immersion, il y a de plus en plus de personnes qui sont capables de parler les deux langues et à l'île du Prince-Édouard, alors on parle à peu près de 15-18% de la population qui parle français à l'île. Ça s'avance, mais c'est regrettable qu'il faut demander pour le service et que ce n'est pas, qu'il n'y a pas quelque chose sur notre carte médicale que quand on va à l'hôpital ou autre, que c'est indiqué. C'est indiqué qu'on est francophone puis qu'on aimerait avoir un service en français. Donc, on entend qu'il y a eu des améliorations, mais il reste encore de la place pour l'amélioration. Selon vous, le plus grand défi qui reste pour les femmes francophones quand on parle santé, qu'est-ce que ce serait? Les plus grands défis, c'est parce qu'on a encore beaucoup d'inégalités. On a encore beaucoup de femmes francophones. C'est sûr qu'on a beaucoup de femmes francophones qui vont maintenant travailler dans les ministères fédéraux ou ministères gouvernementaux, mais les autres femmes francophones qui travaillent aux usines de poissons, qui travaillent dans l'agriculture, dans le domaine des services, c'est sûr que ils n'ont pas les mêmes conditions de travail et ça a un effet sur leur santé. Toutes ces inégalités ici ne changent pas du jour au lendemain, puis je trouve qu'on a encore un grand bout de chemin à faire pour que tout le monde ait accès aux services, qu'importe la situation socio-économique. Quel est votre souhait pour la santé des communautés francophones de l'île du Prince-Édouard ou peut-être des communautés francophones en situation minoritaire de l'ensemble du Canada? Ce serait quoi le souhait de Colette Arsenault? Mon souhait, c'est que nous pouvions avoir accès à des personnes face à face pour les soins de santé. Je me dis, avec la technologie d'aujourd'hui, et cette technologie-là est essayée dans les communautés, il n'y a pas de raison pourquoi on ne peut pas communiquer avec des médecins francophones ailleurs si on n'en a pas de disponibles. Je veux dire, même dans nos régions où les médecins francophones ne sont pas accessibles à tous les francophones, il faut se mettre sur le répertoire des personnes qui ont besoin d'un médecin, puis là, le prochain médecin, ça se peut qu'il soit francophone, ça se peut qu'il soit anglophone et tu dois prendre le médecin qui est là. Alors, tu ne peux pas choisir d'avoir un médecin francophone encore. C'est sûr qu'il y a beaucoup de recrutement qui se fait pour des professionnels de la santé bilingues qui peuvent offrir des services, mais
ils sont très rares et en cette pandémie, c'est encore plus grave. On ne peut pas les trouver. Mais mon souhait, c'est qu'on ait accès à ces professionnels de la santé d'une manière ou d'une autre, qu'on peut leur parler face à face, de leur expliquer. Et la seule manière que je peux l'expliquer, c'est une personne qui me disait qu'elle avait été pendant 20 ans, elle était victime de violence et pendant 20 ans, elle avait été à des conseillers, mais ils étaient tous anglophones. Et après 20 ans, elle a finalement eu une personne francophone, puis elle dit ça fait toute la différence. Et quand on parle de santé, on peut seulement s'exprimer dans notre langue, comment on se sent, parce qu'on l'a toujours vu comme ça. Comme on entend souvent, quand j'ai mal ou quand je souffre, c'est dans ma langue. Oui, C'est oui. plus facile d'interpréter, d'expliquer les nuances, tout le vécu. Oui. Merci beaucoup, Colette. Si Colette Arsenault de 2021 parlait à Colette Arsenault d'il y a quelque temps, ou des amis à Colette Arsenault d'il y a du temps où elle était en train de choisir une carrière, quel conseil est-ce que la Colette Arsenault d'aujourd'hui donnerait à la Colette Arsenault du temps et à ses amis? Disons les mêmes conseils que j'ai donnés à ma fille qui s'en allait en biologie marine à l'Université de Moncton. C'est comme toutes les portes sont ouvertes au jour d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça va être facile dans la situation, mais ça n'a pas été facile pour elle parce que quand elle s'en allait sur les bateaux pour l'aquaculture du saumon, les assistants allaient souvent demander au capitaine du bateau, puis il leur disait, c'est pas moi le patron ici, c'est Janelle Arsenault. Si vous avez des questions, vous allez poser des questions à elle. Alors, ça prend beaucoup de détermination pour faire sa marque, pour foncer et pas accepter les réponses comme un fait si on n'est pas d'accord avec les réponses. C'est de continuer de travailler pour apporter des changements dans la société pour qu'on s'aille de plus en plus sur un pied d'égalité quand ça vient à l'accès aux emplois, tous les services qu'on a besoin. Colette Arsenault, merci beaucoup de nous avoir consacré ce temps aujourd'hui. Ça a été un plaisir de vous écouter et nous vous souhaitons beaucoup de bonheur, de paix, de santé en français pour la suite des choses. Merci beaucoup. Merci d'avoir pensé à moi.